Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce magnifique décor de l'aquarium tropical. C'est un plaisir de vous accueillir ici à l'occasion de cette soirée de rencontre avec des femmes et des hommes passionnés et engagés dans la protection des espèces menacées d'extinction. Alors, on va explorer l'incroyable biodiversité des milieux d'eau douce de Madagascar. Vous allez voir, c'est une richesse rare et précieuse, mais en danger. Alors, nous verrons aussi que cette fragilité des écosystèmes n'est pas spécifique à Madagascar. Elle est présente aussi dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde. D'ailleurs, on fera le point sur la biodiversité, l'état de santé de la biodiversité ailleurs dans le monde. Ce sera aussi l'occasion de se questionner sur les causes et les conséquences du déclin des populations de poissons d'eau douce. Et puis, on s'interrogera aussi sur le rôle des aquariums et des zoos dans la sauvegarde des espèces menacées. Quelle est leur méthode ? Comment travaillent-ils ensemble et à quels défis font-ils face ? C'est le programme de cette soirée. Alors, je les rejoins tout de suite. Bonjour à tous les 5. Bonsoir. Tout d'abord, bonjour Charles-Édouard Fusari. Alors, vous êtes directeur de l'Aquarium Tropical de Paris. Merci de nous accueillir chez vous. Il n'y a pas de souci, merci à vous surtout de venir. À côté de vous, Brian Zimmerman, bonjour. Vous êtes le directeur de la conservation et des sciences à la Bristol Zoological Society. C'est une organisation caritative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quel est son rôle ? Nous sommes bien évidemment une organisation internationale. Notre job est, nous sommes présents sur 9 pays. Nous travaillons avec des ONG et notre job est bien évidemment de participer à la préservation de ces espèces. À côté de vous, il y a Fetch Andri Ambelo Manana et également Tslavna Ravelo Manana. Alors vous êtes tous les deux ichtyologistes au laboratoire de biologie des populations aquatiques à l'université d'Antananarivo à Madagascar. Alors je suis pas sûr que ichtyologiste ça parle forcément à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la spécialité d'un ichtyologiste ? Bonsoir à tous. Effectivement, on vient de Madagascar, on vient de l'université d'Antananarivo et principalement le travail d'un ichtyologiste, c'est vraiment travailler sur les poissons, tout ce qui concerne l'étude des poissons, que ce soit sur l'écologie, son habitat, sa manière de se reproduire. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble tous les deux ? Eh oui, on a travaillé ensemble presque 13 ans maintenant. 13 ans. Très bien, on va découvrir un peu plus tard dans cette rencontre votre travail à tous les deux. À côté de vous, il y a Gita Myok. Bonsoir, vous êtes pisciculteur à Andapa. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer Andapa pour commencer, s'il vous plaît ? Bon, Andapa, c'est dans le nord de Madagascar, dans la région de Sava, on trouve Andapa. Très bien. Et alors, vous êtes aussi le fondateur d'une association. Quel est le nom de cette association ? Notre association s'appelle Association de producteurs privés d'alevins Andapa. Très bien. Et donc l'objectif, j'imagine, donc de produire, se faire reproduire les poissons. Notre objectif est de faire produire les poissons, de conserver tous les poissons menacés. Très bien. Merci à tous d'être présents ici ce soir. On va commencer en se plongeant tout de suite dans la dernière expédition, une expédition qui a été menée en 2022 à Madagascar. Et donc, je me tourne vers vous, Charles-Édouard. Vous êtes allé donc dans le nord-est de Madagascar avec Thierry, qui est un autre aquariologiste de l'aquarium tropical. Quel était l'objectif de cette dernière expédition à Madagascar ? Alors nous, notre projet en fait se situe le long d'une rivière qui s'appelle la rivière Amboaboa. Donc en fait chaque année ou chaque expédition en fait on va toujours dans le même lieu. Et l'objectif de cette expédition de 2022 c'était d'établir ce qu'on appelle des populations de secours. Très bien. C'est celle qu'on voit ici à l'image là ? Alors ce qu'on voit à l'image, voilà, là on voit la rivière Amboaboa avec Fetch et Tslavna qui font de la pêche électrique pour faire de l'échantillonnage. Et en fait, sur notre projet, il a plusieurs phases. Et la phase la plus importante sur laquelle on travaille activement en ce moment, c'est ces fameuses populations de secours. Donc, ces poissons, quand ils sont menacés dans leur habitat naturel, et quand, parfois, en fait, une des solutions qui est reconnue, en tout cas comme solution pouvant aider à la survie de ces espèces, c'est de récupérer certains individus et de les mettre en captivité pour les reproduire, pour éviter que l'espèce ne s'éteigne à tout jamais.
Très bien. Et alors peut-être Tslavna, quelles sont ces fameuses espèces qui sont en danger d'extinction et dont on a besoin d'avoir des populations de secours? En effet, à Madagascar, il y a plusieurs espèces, mais surtout, par exemple, dans la rivière Amboubou, dans le fleuve Sofia, il y en a plusieurs espèces endémiques, notamment le Typhochromys insolitus. Scientifiquement, c'est un nom scientifique, mais le nom commun malgache, c'est Tsubame. Puis il y a le Parétroplus gymnopreopercularis, le nom commun connu en malgache comme Malipsis. C'est des noms scientifiques un peu complexes. Oui, ça permet à tous les scientifiques de bien... De parler de la même chose. De parler de la même chose, oui. Et puis, il y a l'espèce des petits poissons qu'on appelle sunfoot. C'est un tout petit poisson comme les doigts, là. C'est ce qu'on voit à l'écran à gauche. Hein. Oui, c'est ça. Qu'on appelle scientifiquement Rheocles therami. Qu'on a nommé. Et puis, l'autre espèce endémique de la région Sofia, c'est dédié à monsieur Jean-Claude Nourissat, qu'on avait appelé Parétroplus nourissati. Et en malgache, c'était appelé la mine. Donc si je résume, on en compte 5 principales qui sont menacées d'extinction dans la région. Oui. Et en plus de ça, il y a aussi une autre petite espèce qu'on appelle Sauvagella robusta. Malheureusement, c'est pas dédié à quelqu'un ici. Et une autre espèce qui reste non décrite, le Pachyponcax sp. Sophia. Mais j'espère qu'on va dédier ça à une personne. Eh bien, on va suivre ça. Alors Charles-Édouard, vous disiez que vous alliez tout le temps dans la même rivière. Pourquoi dans cette rivière-là en particulier ? Alors en fait, la rivière Amboaboa, c'est où a été redécouvert le fameux Jobamena qui fait l'objet de l'exposition. Et dans cette rivière, on l'a vu qu'il y a tout un ensemble d'espèces qui sont endémiques à Madagascar. Et aussi, on s'est rendu compte en échantillonnant, en fait, en faisant des prospections dans la région, que certaines espèces en fait étaient uniques à cette rivière. Elles étaient, dans le passé, elles avaient une distribution beaucoup plus large, mais avec la modification des habitats, elles se sont retrouvées en fait recluses dans cette petite rivière. C'est comme un sanctuaire. Comme un sanctuaire, voilà, mais qui est toujours en fait menacé parce qu'il y a énormément d'activités anthropiques. Et cette rivière a été reconnue comme espace clé pour la biodiversité par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et alors, pour se rendre là-bas, comment vous faites concrètement ? C'est difficile, c'est une aventure, je crois. Alors, c'est effectivement une aventure pour se rendre là-bas. Alors, en fait, il y a 4 jours de route pour y aller. Donc, quand on arrive à Tana... Ça veut dire que c'est parce que c'est très loin ? C'est très loin. Alors, c'est loin, mais aussi parce que les infrastructures routières à Madagascar sont en mauvais état. Donc, on a 4 jours de route et ça finit souvent sur un sentier. Pour faire 30 km, il faut environ 4 heures. Donc, oui, c'est une drôle d'aventure. Très bien. Alors, vous n'étiez pas que 4 à faire cette expédition. On compte combien de personnes pour faire une expédition scientifique comme celle-là ? Alors, effectivement, on avait Thierry avec nous, un aquariologiste, puisque les compétences des aquariologistes sont relativement utiles sur le terrain, moi-même étant un aquariologiste aussi. On a nos collègues de l'université, Tslavna et Fetch, 4. On a un chauffeur aussi, qui nous conduit partout, qui est notre guide aussi, oui. On utilise beaucoup les pêcheurs des villages environnants parce qu'ils connaissent la rivière, ils connaissent les endroits où ils peuvent aller pêcher, où ils peuvent pas aller pêcher. Donc on va toujours avec 3-4 pêcheurs. Et ensuite, après, si on part sur plusieurs jours, comme ça nous arrivait en 2017, où dans ce cas-là, on va camper, on a descendu toute la rivière sur plusieurs jours. Donc là, il y a toute une logistique qui se met en place avec tout un tas de porteurs pour porter la nourriture, etc. Donc ça fait une sacrée logistique. Avant même de partir, j'imagine qu'il y a tout un temps de préparation énorme pour coordonner tout ce petit monde en quelque sorte. Oui, alors il y a beaucoup de préparation en amont ici, en discussion avec nos partenaires à Madagascar. Et ensuite, quand on arrive à Tana, on se pose quelques jours pour bien discuter de l'itinéraire, de quelle partie de la rivière on va aller échantillonner, où est-ce qu'on va aller pêcher. On redéfinit un peu les objectifs et puis on regarde bien le calendrier pour être sûr qu'on aura assez de temps pour revenir après, quoi. Ok. Tslavna, Fetch, est-ce que vous allez souvent sur le terrain comme ça à Madagascar ? Oui, c'est notre métier. En fait, on est basé à l'université, mais nous ne sommes pas des enseignants.
des chercheurs. Donc, notre travail se passe plutôt sur le terrain qu'en ville. Donc, généralement, on est sur le terrain. C'est ça aussi qui vous a donné envie de faire ce métier? C'est le fait de pouvoir aller sur le terrain comme ça, plus souvent Oui, on peut dire ça. On aime bien être sur le terrain et peut-être c'est pour ça qu'on a plus cherché d'autres métiers que ça et puis nous aimons bien ça. Ça vous vient d'où cette passion pour les poissons en particulier? Ici, on a un petit peu, pour ma part, par exemple, quand j'étais tout petit, j'accompagnais toujours mon grand-père à la pêche. Et j'ai adoré ça. Et après, quand j'ai fait mes études à l'université, peut-être sans savoir ce qui m'attendait, j'ai décidé de faire une étude d'ichtyologie. Et puis j'ai aimé ça et puis je me suis resté là. Très bien. Alors, je retourne à notre expédition. Il faut imaginer qu'on est toujours dans le 4x4 en train de se déplacer direction la rivière. Tout le monde ne connaissait pas forcément le climat ou les paysages à Madagascar. Est-ce que vous pouvez, Fetch, nous expliquer à quoi ça ressemble en novembre, nous décrire un peu l'endroit? Oui, généralement, nos expéditions se passent presque en novembre, au mois de novembre. Et en effet, Madagascar, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est savane un peu ouverte. Il fait vraiment très chaud. Il fait à peu près 30 à 35 degrés à l'ombre en ce moment-là. Et au mois de novembre. En novembre, ouais. Oui. C'est l'hémisphère sud. Oui, il fait vraiment très chaud. Mais en plus, il n'y a pas encore de la pluie. La pluie, ça commence à peu près vers la fin ou mi-novembre par là. Et on essaie de faire nos expéditions juste avant la saison de pluie parce que les rues sont quasiment impraticable en période de pluie parce que c'est très difficile. Comme vous avez pu voir à travers l'exposition, il y a quand même pas mal de roches sur le terrain. Donc, c'est très difficile en saison pluvieuse d'y accéder. Et alors, Charles-Édouard, vous commenciez à le dire, le confort n'est pas toujours au rendez-vous dans l'expédition. Vous dormez quoi, à la Belle Étoile ou dans des étoilés? Alors on ne dort pas à la Belle Étoile, même si ça arrive de temps en temps. On dort à Marotandran, c'est le petit village à côté de la rivière où on travaille. On dort à la mission catholique, okay. Qui est assez délabrée. Qui sont en train de refaire apparemment, on dort au milieu dans une espèce de cahute envahie par les rats juste à côté des dindons, et puis pour aller faire pipi la nuit il faut se lever, il faut sortir et puis il faut traverser un champ de blattes. Voilà. C'est sympa ça. Il y en a qui dorment dans les voitures. C'est pas comme ça que vous allez créer des vocations. Non, mais en fait c'est vrai que c'est pour casser un peu cette image de l'expédition scientifique. En fait c'est vrai que c'est des conditions qui sont assez difficiles, mais bon nous on y prend plaisir quand même, et puis au bout d'un moment on est tellement fatigué, on ignore les rats en fait, donc c'est pas un problème. En fait, je crois qu'il vous est arrivé quelque chose, vous avez une petite anecdote à nous partager justement à ce sujet-là? Oui, effectivement. Une soir, je suis un peu sortie pour aller aux toilettes et il m'est carrément tombé dessus un rat sur ma tête en ouvrant le rideau, mais ce sont des choses qui peuvent arriver sur le terrain auxquelles on est plus ou moins habitué. Okay. Brian déteste les rats et la première fois que j'étais sur le terrain avec lui, on a ouvert la porte de la mission catholique et on a entendu un rat en fait dans le placard et il m'a dit c'est quoi ça? Je dis je pense que c'est un rat, et donc du coup il est resté dormir dans la voiture pendant 2 jours. Donc finalement faut être courageux quand on est aquariologiste ou ichthyologiste. J'imagine que ça renforce les liens aussi de vivre une aventure comme celle-là. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance? Charles-Édouard, si vous voulez prendre la parole, puis après je vais poser la question à chacun des intervenants. C'est vrai que ça renforce pas mal les liens, parce qu'on est dans des conditions particulières. On est 3 semaines ensemble. J'ai beaucoup aussi voyagé avec Guy. On a fait beaucoup d'expéditions avec Guy. On passe beaucoup de temps dans la voiture, donc on discute beaucoup. Et ce qui est bien, parce que du coup on parle beaucoup de poissons pendant 15 heures. Comme les journées dans la voiture sont assez longues. Et ça renforce les liens dans l'équipe. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une personne aussi externe. Comme l'année dernière, on avait Saint-Jean, qui est un auteur de BD qui
qui nous a accompagnés. Et c'est toujours intéressant d'avoir une personne extérieure comme ça qui a un regard complètement différent sur ce que l'on fait. Il a un peu de recul sur les choses. Qui a du recul et du coup qui, à travers ses yeux, nous aussi on redécouvre un petit peu un terrain qu'on a l'habitude d'explorer. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Ouais. Alors quand vous arrivez après sur le lieu de prélèvement, vous rencontrez les locaux et là vous échangez systématiquement avec eux avant de commencer à faire des prélèvements. Tslavna, c'est vous qui vous occupez de ces conversations? Oui, bien sûr. Normalement, une fois sur terrain, on approche les autorités locaux pour nous présenter qui nous sommes, que ferons-nous chez eux pour qu'il n'y a pas de rumeurs. Parce que des fois, dès que un étranger arrive dans un lieu, il y a toujours des rumeurs que ce sont des voleurs ou des brigands ou quelqu'un qui vont leur faire quelque chose de mal. Donc il faut bien expliquer ça. Nous travaillons avec l'autorisation de la ministère. Donc présenter notre autorisation et avec ça, les doutes partent. C'est après, on demande leur aide. Par exemple, nous cherchons des assistants locaux, des guides, des pêcheurs. Et des fois, ils nous conseillent avec quels pêcheurs travailler. Il nous arrive des fois d'avoir des faux pêcheurs avec nous et ça nous trimballe dans d'autres directions. Intéressant. On va le voir. Mais du coup, j'imagine que ça vous apporte donc du coup vous appuyez un peu sur les connaissances des gens locaux qui ont une très bonne connaissance du terrain en fait. Oui, bien sûr, parce que par exemple le cas d'Amboupou rivière, la rivière Amboupou, les poissons sont tellement localement localisés que sans leur connaissance, on n'y arrivera pas dans le peu de temps qu'on a sur le terrain. Ça, pour être efficace, il faut s'appuyer sur des gens qui ont une connaissance assez fine du milieu. Bien sûr. Bon, globalement, vous êtes bien reçus, en fait. Oui, jusqu'à maintenant. On va espérer que ça dure, alors. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué, l'un d'entre vous, Charles-Édouard, Fetch? Une rencontre qui m'a particulièrement... Il y en a tellement, mais je vais essayer de m'en souvenir. C'est peut-être une question piège, hein, et dans quel cas? Non, en fait, quand on parle souvent dans des régions reculées de la sorte, on est vraiment bien accueillis par les gens, parce que les gens, ils ne nous connaissent pas, mais on sent vraiment qu'il y a... Ils comprennent votre démarche? Quand on leur explique, ils comprennent à peu près. Ouais. Ouais, ils comprennent pourquoi on est là, mais il faut prendre vraiment le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, parce que sinon, ça, comme Slav l'a dit tout à l'heure, ça va engendrer des rumeurs. Et je me souviens, je ne sais plus c'était où, mais on a pris le temps d'expliquer aux autorités et tout ça, mais on était arrivé à un moment où tout le monde faisait la fête et tout le monde était ivre, alors qu'on n'avait qu'une seule journée à passer sur le site. Donc, notre travail en ce moment-là consistait à faire de l'ADN environ. C'est-à-dire, on manipulait un peu des seringues et tout ça, et on travaillait dans l'eau. Et les enfants, ils ont eu peur parce ainsi que les adultes, ils avaient eu peur du fait que peut-être qu'on allait faire un vaccin ou on allait vacciner leurs enfants et tout ça. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer ce qu'on fait. Complètement. Oui. Alors, une fois que vous êtes arrivé, donc justement, c'est une très bonne transition, parce qu'une fois que vous arrivez à la rivière, quels sont les prélèvements que vous faites? Concrètement, qu'est-ce qui se passe, Charles-Édouard? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a tout un protocole qui se met en place. On a une feuille qui nous dicte un petit peu toutes les données qu'on doit récolter pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc il y a de l'observation, on regarde toute la végétation qui est sur les rives de la rivière, le taux d'ombrage. On note bien évidemment les coordonnées GPS, l'heure à laquelle on arrive, l'heure à laquelle on va repartir, le nom du site. C'est très précis. Voilà, c'est très très précis. Et puis après, on note tout un tas de paramètres environnementaux, sur la largeur de la rivière, la profondeur de la rivière, la turbidité. Quel type de substrat? Est-ce qu'il y a que du sable? Est-ce qu'il y a des rochers? Est-ce que les rochers, c'est des petits rochers, des gros rochers? Puis ensuite, on fait ce qu'on appelle une analyse physico-chimique de l'eau avec des paramètres environnementaux. On regarde la température, le taux de nitrate, etc. J'imagine que ça permet de caractériser l'endroit, c'est ça? D'avoir une idée bien précise de où on met les pieds, en quelque sorte. Slavna? Oui, c'est bien ça. Il faut noter toutes les informations qui peuvent être utiles même ultérieurement
C'est-à-dire, si jamais on nous pose la question sur la caractéristique du milieu, donc on aura ces informations-là. Et généralement, on essaie de rapporter toutes les informations qu'on peut rapporter à chaque endroit. Sinon, des fois, on oublie quelque chose, c'est catastrophique. Puis c'est tellement dur d'y aller, il faut tellement de temps que vaut mieux avoir toutes les données pour pas avoir à y revenir en tout cas. C'est ça, c'est ça. Charles-Édouard, j'imagine que parfois c'est un peu de la bidouille, du bricolage. Vous êtes quoi, une sorte de MacGyver mélangé à Indiana Jones et dans quel cas vous avez eu besoin de vous débrouiller avec les moyens du bord? Oui, c'est vrai que c'est un peu de la bidouille. Alors, moi, je ne sais pas si on est des Indiana Jones, mais il y a, par exemple, pour ces populations de secours où on va aller pêcher des poissons et il va falloir les transporter, et il va falloir les maintenir sur plusieurs jours en vie aussi. Et donc là, généralement, pour les maintenir en vie, on a des petites piscines gonflables, par exemple, pour les enfants, qu'on a avec nous dans la mission catholique avec un bulleur. Donc c'est vrai qu'il y a une petite part de bidouille, on essaye de s'adapter aux moyens du bord et de toute façon sur parfois des endroits très reculés comme ça, il vaut mieux faire avec les moyens du bord plutôt que d'utiliser trop la technologie. Souvent c'est plus simple en fait quand on arrive à Mada, on va faire les courses, il nous fallait des piscines, il nous faut une boîte en carton, etc. Mais c'est des choses qu'on trouve assez facilement. Donc, c'est souvent des choses qu'on trouve assez facilement. Voilà. Par exemple, on fait aussi des prélèvements d'ADN dans l'eau. En fait, on filtre l'eau puis on regarde l'ADN présente dans l'eau, et ce qui nous aide à savoir quel type de poisson il peut être présent dans la rivière. Et on a un pistolet à mastic en fait pour faire passer l'eau à travers le filtre, parce que à bout d'un moment c'est tellement dur, il y a tellement de boue en fait sur le filtre qu'il est bloqué. Donc voilà, on achète un pistolet à mastic pour ça. Alors à la fin de cette expédition de 2022, quel a été le bilan finalement? Est-ce que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous étiez fixés? En partie, on était parti pour chercher 2 espèces, on n'en a trouvé qu'une sur les 2, donc on a ramené que certains individus de cette espèce. Donc l'objectif est à moitié rempli. Et après toute la complexité au-delà d'aller récupérer ces poissons et de les mettre dans des étangs ou dans des bassins à Madagascar, c'est de réussir à les reproduire et ensuite à les envoyer dans les collections zoologiques, telles qu'une institution comme la nôtre. Alors, en fait, les expéditions, elles ont commencé bien avant 2022. En 2013, avec vous, Brian, c'est vous qui êtes à l'origine de ces expéditions, de la toute première expédition. C'est d'ailleurs ce qu'on découvre dans l'exposition. Ça retrace un peu votre aventure. Comment vous en êtes venu, vous, à vous intéresser à ce fameux poisson, le Jobamena de Madagascar? Donc, en fait, l'histoire a commencé en 2012, lorsqu'on a fait un recensement des poissons qu'on avait au sein du zoo. On a découvert qu'il nous restait que 2 mâles, et puis ensuite on a décidé de voir l'état des populations au niveau européen. Le seul couple où il y avait un mâle et une femelle se trouvait à Berlin. Donc on a vraiment vu qu'il y avait une réelle pauvreté en termes de ces populations à travers toute l'Europe. Et donc, on a aussi fait des recherches à Madagascar, et puis on avait découvert justement sur les premiers éléments qu'à cause des sécheresses, les populations avaient énormément réduit et qu'on pensait même qu'elles étaient éteintes. Donc on a lancé un appel, et c'est comme ça qu'on a rencontré justement nos collègues de Madagascar qui nous ont répondu à cet appel et qui nous avaient dit qu'ils connaissaient des endroits où on pouvait trouver encore ces poissons-là à l'état sauvage. Effectivement, Guy, c'est vous qui avez répondu à l'appel lancé par Brian. Déjà, comment vous avez entendu parler de cette enquête? Eh bien, comme j'ai passionné ces poissons-là, tous les poissons endémiques, c'est Madame Luciano qui a transféré cet email, et après j'ai répondu, je peux trouver ces poissons. Vous saviez, vous, où le trouver? Oui, vous aviez l'information? Oui, j'ai déjà l'information. Donc vous étiez vraiment la personne à contacter. Brian a eu beaucoup de chance quand même. Oui, après je réponds l'email de Brian. Je dis, avant que vous éteindre ces poissons, il faut faire une expédition
faire les recherches. Vous l'avez mis en garde sur le fait que ça allait être compliqué de le retrouver quand même. Et il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où vous avez donc reçu, vous avez échangé par mail et le moment où Brian est venu à Madagascar. Oui, il y a une année. Une année quand même. Ouais. Après les emails, en fur et à mesure, comme que je n'ai pas vraiment sûr, je vais refaire mon enquête. J'ai eu des financements ailleurs avec un autre partenaire. J'ai fait mon enquête personnelle. Et j'ai reconfirmé à Brian. Ah, vous avez mené donc une pré-enquête, en quelque sorte. Ok. Et j'ai réécrit à Brian, il faut faire une descente pour faire une grande expédition pour capturer ce poisson. Très bien. Donc Brian, en 2013, quand vous êtes parti pour Madagascar, vous étiez plutôt confiant sur l'idée de trouver une femelle Jobamena? No, I had no confidence at all. I hadn't been to Madagascar before. Alors, j'étais pas du tout confiant au début, effectivement. En plus, c'était la première fois que j'allais à Madagascar. Donc, on a passé pas mal de temps justement à chercher ce poisson avec Guy, Slavena et tous les autres membres de l'équipe. On a fait pas mal de zones et la plupart du temps, on retrouvait justement plutôt des espèces invasives qui n'étaient pas originaires de Madagascar. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'avais de moins en moins confiance pour trouver justement ce Jobamena, jusqu'au jour où on a rencontré un pêcheur local qui nous avait servi des poissons séchés. Et parmi eux, il y avait du Jobamena. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait encore potentiellement de l'espoir. Alors, après, vous avez donc retrouvé le Jobamena dans son milieu naturel. La première fois que vous l'avez vu dans son milieu naturel, dans l'eau, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, en fait, lorsque on a vu justement le poisson séché dans l'assiette du pêcheur, on est parti, on a demandé au pêcheur d'aller à l'endroit où il les avait pêchés. C'était à 4 heures de marche. Arrivé sur place, le pêcheur avait justement pêché quelques spécimens. J'étais ravi de voir justement ces spécimens, j'étais aux anges, surtout qu'ils étaient jeunes et en bonne santé, mais en même temps, comme c'était la saison de la sécheresse, les eaux étaient peu profondes et donc c'était un mélange, on va dire, de délivrance d'avoir trouvé le poisson en question, mais également beaucoup d'inquiétude de le retrouver dans une situation aussi précaire. Alors, au cours des expéditions de 2022 ou 2013, donc des poissons ont été prélevés dans la rivière. Ils ont été amenés chez vous, Guy. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils arrivent dans votre pisciculture? Bon, on amène chez moi un DAP, après on va élever, on va faire le suivi, tout ça. Et un an après, se reproduire. Le but, c'est d'en obtenir le plus grand nombre pour augmenter la population. Bon, l'objectif de APA, espérer que on peut trouver des financements pour repeupler les alevins dans la rivière en bois et faire un projet de conservation. Actuellement, vous avez des Jobamena dans vos élevages? Oui, il y a beaucoup, des milliers. Des milliers. Alors, le sauvetage du Jobamena a donné lieu à un programme plus global qui s'appelle, c'est le projet Fishnet, Charles-Édouard. Qui est-ce qui participe à ce projet-là? On est plusieurs institutions en fait. Donc il y a l'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée, donc puisque je coordonne le projet. Il y a bien évidemment la société zoologique de Bristol avec Brian qui administre les fonds et aussi qui conseille et qui nous accompagne sur le terrain. Et puis on a aussi donc l'université à travers Tilavna et Fetch. Guy, avec son association APA, qui gère toute la partie en fait population de secours dans les étangs. Et puis on travaille avec les Madagascar National Parks. C'est en fait une organisation qui gère les zones protégées à Madagascar, puisqu'en fait on a la chance que les sources de la rivière dans laquelle on travaille se situent dans une zone protégée, ce qui fait que l'eau coule toujours, les arbres sont toujours présents et l'eau coule toujours. Donc on travaille beaucoup avec eux, avec les communautés locales. On a un monsieur qui s'appelle Monsieur Zaraman qui tient un restaurant dans le village dans lequel on travaille et qui s'occupe des étangs sur le terrain. Donc voilà, on travaille avec les communautés locales, les universités, des partenaires d'autres sociétés zoologiques en tout cas, telles que la nôtre et celle de Bristol.
Et est-ce que, Tslavna, est-ce que vous avez réintroduit déjà du Jobamena ou d'autres poissons que vous avez cités plus tôt dans leur milieu naturel? C'est un exercice très délicat parce que il faut faire beaucoup d'études en amont avant de faire cette réintroduction. C'est ça une partie des objectifs à court terme du projet, c'est-à-dire de transloquer les spécimens vers un milieu beaucoup plus sûr. Parce que la rivière en aval, c'est fortement perturbée par la population locale, par les pêcheurs, mais surtout par les activités domestiques, par les lessives, l'utilisation des engrais chimiques dans les plantations à côté. Donc, pour préserver l'espèce, nous avons décidé de créer un programme de réintroduction en amont. Mais pour cela, il faut des études préalables exigées par l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est-à-dire faire une étude d'impact. On va déplacer des maladies vers le milieu sain. Et pour l'instant, on est en cours d'étude. C'est pas encore fait, mais ça prend du temps. Je pense que ce sera pour bientôt parce qu'on est déjà bien enfoncé dans les études. Alors, je voudrais qu'on prenne un temps maintenant pour s'intéresser à l'état de santé de la biodiversité à Madagascar, mais aussi dans le reste du monde. Et je voudrais commencer par déjà expliquer que Madagascar, c'est une sorte de petit trésor de biodiversité. Comment on explique, Tslavna, cette richesse locale? En fait, Madagascar, c'est une île qui s'est détachée du Gondwana assez longtemps. Et depuis l'isolement de Madagascar, une faune et la flore s'est développée singulièrement. Donc, il y a un taux d'endémisme assez développé parce qu'il n'y avait plus d'échanges avec les vieux continents, notamment le continent africain et le continent asiatique. Donc c'est des espèces qui se sont développées indépendamment les unes des autres? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Et c'est ça qui a créé que la faune et la flore de Madagascar est différente de ce qu'on peut trouver sur les continents à côté. Et pourtant, elle est menacée aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de la part des espèces qui sont menacées à Madagascar? Oui, les espèces sont très menacées. Je n'ai pas en tête les chiffres. Je ne sais pas si Charles en a, mais... Il me semble que c'est 90% environ des espèces à Madagascar qui ont un niveau de menace. Donc la quasi-totalité, quoi. Oui. Et est-ce que les espèces les poissons d'eau douce sont plus spécifiquement menacés que d'autres espèces qui vivraient par exemple la terre? Oui, parce que pour les espèces terrestres, on peut facilement préserver leur habitat, par exemple la forêt. Les gens, on peut facilement dire aux gens que cette forêt on a déjà trouvé le moyen pour faire comprendre aux gens de ne plus détruire la forêt. Par contre, pour l'instant, il est encore difficile de couper la relation homme avec la rivière. On est trop dépendant de la rivière et de ce qu'elle contient? C'est ça, et c'est ça qui rend les tâches pour la conservation des poissons beaucoup plus difficiles. Alors, pour comprendre un peu, justement, Fetch, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les gens à Madagascar utilisent la rivière? Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on peut expliquer l'hécatombe qui est en train de se produire là-bas? Bah oui, effectivement, comme l'eau, vraiment, c'est la vie. Parce que à Madagascar, comme il y a beaucoup de plans de rizières et tout ça, on a besoin d'eau pour faire des barrages, pour l'irrigation des rizières, mais également... l'eau, c'est également utilisé pour la lessive, pour les besoins quotidiens en eau, d'un ménage et tout ça. Mais l'hécatombe s'explique également par le fait que
les pêcheurs et toutes les personnes qui vivent, qui dépendent de la rivière, ils utilisent des moyens comme des filets qui sont comment dire, à maille très fine, donc qui vont attraper toutes sortes de poissons, mais également toutes les tailles. Donc il n'y aura plus de, comment dire, de recrutement dans le milieu. On n'aura plus de les alevins, par exemple, c'est ça? Oui. Ils capturent donc ils capturent les plus petits comme les plus grands. Bah oui, c'est ça. Ok. Et il y a aussi des conséquences, des causes indirectes. Je pense à la déforestation aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien avec la disparition des poissons d'eau douce? Effectivement, il y a également la déforestation. Il y a toujours le pratique sur brûlis qui est une pratique d'antan, mais qui se fait toujours à l'heure actuelle. La déforestation, si vous voulez, les forêts, ça permet de retenir donc tous les éléments nutritifs d'un milieu et tout le sol. Et une fois que l'on n'aura plus donc de forêt, quand en période de crue ou de forte pluie, tous les sédiments et toute la boue vont être drainés dans la rivière et vont, comment dire, homogénéiser toute la rivière, et on va perdre donc la qualité de l'habitat va se détériorer. On va perdre plusieurs micro-habitats qui vont être sur la rivière. Finalement, les sédiments se dirigent tous vers le lit de la rivière et finissent par le combler en quelque sorte. Oui, effectivement, c'est ça. Brian, ce qui se passe à Madagascar, c'est en fait le symptôme d'un phénomène plus global. On parle d'érosion de la biodiversité, c'est bien ça? Yes, this is happening around the globe. Effectivement, cette crise de la biodiversité touche le monde entier, et on voit ça justement au niveau des habitats, surtout pour ce qui est des eaux douces. Il faut savoir que les eaux douces représentent 1% de la surface de la planète et à elles seules représentent également plus de 50% des espèces de poissons à travers la planète. Donc c'est un habitat qui est très vulnérable, donc avec une petite surface et beaucoup de biodiversité, et forcément l'activité humaine a un impact négatif dessus. De tout temps, les humains, enfin les hommes, ont toujours abusé des eaux douces. Et malheureusement, on le voit d'autant plus à Madagascar. Je crois aussi savoir que ce phénomène se produit peut-être très rapidement et encore plus rapidement pour les populations d'eau douce. Charles-Édouard, est-ce que... Effectivement, on est sur des milieux en fait où on a vraiment une accumulation de menaces et aussi une accumulation d'agents polluants, par exemple. En fait, comme on l'a expliqué, en fait, les rivières recueillent en fait une bonne partie en fait des eaux de pluie. Et quand vous avez des pratiques agricoles qu'on voit aussi même sur notre territoire, qui utilisent beaucoup d'intrants, vous avez vraiment une accumulation de polluants dont vous pouvez très très rapidement en fait détériorer ces milieux. Et on l'a bien vu, l'eau douce, on en a besoin pour tout, pour l'industrie, pour l'agriculture. Donc c'est vraiment un des milieux qui sont relativement très impactés. Et puis pour rebondir aussi sur l'urgence, pourquoi c'est si important ces écosystèmes, c'est qu'on oublie en fait, on aborde de plus en plus cette question de la ressource en eau. On voit avec la dérive climatique que on a des continents entiers qui sont ce qu'on appelle le stress hydrique, avec des manques d'eau. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que en fait cette eau douce, c'est aussi un milieu de vie pour ces espèces. Donc pour nous aussi, c'est ça, c'est préserver ces espèces, mais aussi préserver leur milieu de vie et assurer la pérennité et la santé en fait de nos populations et de nos sociétés humaines, quoi. C'est ça, finalement, en impactant négativement ces milieux, on a un peu le revers, on reçoit le boomerang en fait, en pleine face. Tout à fait. Si je peux dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement des conséquences qu'il peut y avoir à plus long terme si on ne préserve pas cette biodiversité, Brian, peut-être? Yes, there are many consequences. Humans obviously need fresh water, and the fish and the animals that are living in there are an indication. Oui, en effet, il y a beaucoup de conséquences. Forcément, la destruction de ces habitats a aussi un impact sur l'accès à l'eau potable, aussi pour nous, donc a aussi un impact sur la santé de l'homme. Et ce qu'on voit également, c'est qu'avec le changement climatique et les différentes solutions d'énergie verte qui sont proposées, comme l'hydroénergie ou encore les sources d'énergie avec de l'eau, justement, peuvent
elles aussi avoir un impact négatif sur ces milieux-là, par exemple la sédimentation. Et donc, c'est un gros challenge et un jeu d'équilibriste au final. And nutrient buildup, which then in itself leads to climate change. So it's a big challenge we've got to overcome, and the solutions aren't always very clear. Guy, vous qui habitez du coup à Madagascar, est-ce que vous constatez en discutant avec votre entourage des inquiétudes ou est-ce que les gens ont conscience de ce qui se passe Oui, parce que je ouvre la porte pour tout le monde pour connaître les difficultés et les valeurs de biodiversité de poissons pour les écoles et tous les jeunes étudiants. Et les gens sont réceptifs à ça, au message que vous leur transmettez, à ce que vous leur dites? Oui, les gens vraiment ils font ça, mais comme Madagascar, c'est pas leur première préoccupation. Mais ils l'occupent d'abord pour qu'ils puissent manger, pour chercher là. C'est ça le problème. Alors quand même, Tslavna, vous le disiez, il y a beaucoup de populations qui dépendent de la rivière pour se nourrir. Est-ce que certaines avec qui vous discutez lors des expéditions, voilà, vous se disent inquiètes ou témoignent en tout cas des changements, ont observé des changements? Oui, ça fait partie des échanges avec les locaux. Qu'est-ce qu'ils ont constaté, qu'est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'il y a des changements qu'ils ont vus. Et effectivement, le premier changement qu'ils ont rencontré, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de poissons. Maintenant, il y a moins de poissons. Et si on essaie de leur demander s'ils connaissent la raison ou les raisons de cette diminution, et pour eux, ils disent tout de suite que c'est la surpêche, l'utilisation des filets. Mais le problème est, après, lorsqu'on demande c'est quoi la solution, et ils disent que vous devrez revenir avec beaucoup d'alevins ici pour repeupler les rivières. Pour eux, les solutions doivent venir d'ailleurs, mais pas en essayant de leur demander s'ils peuvent faire une pêche durable. Et puis c'est des solutions à très court terme en plus. Oui. C'est comme mettre un pansement sur une plaie, mais on résout rien là. Oui, c'est bien ça. Fetch, est-ce qu'on peut mesurer cette érosion de la biodiversité à Madagascar? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous disent voilà, où on en est de l'état de santé de la biodiversité? Effectivement, on peut voir à travers déjà la dégradation de l'habitat. En parlant avec les gens, avant on avait comme par exemple des habitats beaucoup plus limpides et tout ça, mais en ce moment on a quelque chose de très turbide. Et également, on fait également des études d'indicateurs biologiques qui vont donc nous donner des informations sur l'état de la qualité de l'habitat actuel. Et on a vu quand même qu'il y a plusieurs dégradations. En partie en milieu forestier, l'habitat est encore très bon. Et dans les villages, à proximité des villages, on a une assez importante dégradation de l'habitat. Alors, face à ce phénomène, on doit tous agir, on a tous un rôle à jouer. Et en premier lieu, les aquariums, les zoos, les institutions qui sont les premières, je veux dire, au contact de ce phénomène. Charles, ça commence par quoi? Par sensibiliser et informer le grand public? Oui, c'est le cœur de nos missions, c'est notre métier ici. On est dans une institution muséale. Un aquarium, ça a une collection. On dit souvent, on gère une collection pour essayer de faire passer des messages. Et c'est vrai que nos premières préoccupations, c'est bien évidemment de sensibiliser à tous ces enjeux environnementaux, comme l'émission de ce soir, comme l'exposition sur le Job Amena, comme qui s'accompagne aussi, on en parlera peut-être après, d'une BD. Voilà, en fait, on a plein d'outils à notre disposition pour sensibiliser au mieux en fait, le public sur ces enjeux. Brian, les zoos aussi ont leur rôle à jouer. Comment concrètement est-ce qu'on peut
informer, sensibiliser le public? Par quoi ça passe? Alors, je pense tout d'abord que toute personne qui se rend justement dans un aquarium ou dans un zoo a cet amour pour la vie sauvage, pour les animaux. Et c'est de là que doit être le premier point de départ, c'est de créer la passion chez les gens du plus jeune âge, des plus jeunes et aux plus adultes. Et forcément, ce n'est que comme ça qu'on peut en apprendre plus sur ces espèces, et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire quelque chose. La première des choses qu'on peut faire justement, eh bien, tout le monde peut le faire chez soi, c'est les produits ménagers et d'entretien que vous achetez. Il suffit de regarder l'étiquette derrière. Si vous voyez la photo d'un poisson mort ou une croix rouge, ça veut dire qu'il faut éviter de les acheter et de faire faire en sorte que ce genre de produit se déverse par la suite dans les eaux. Donc c'est le premier geste à faire pour protéger la biodiversité. Donc ce que vous voulez dire finalement, c'est qu'on a chacun une responsabilité et que voilà, ça doit commencer aussi par là. Vous disiez tout à l'heure que les gens viennent dans les zoos parce qu'ils sont déjà intéressés par la cause animale. Mais comment on fait pour toucher ceux qui ne viennent pas justement? Et j'imagine que ça représente un paquet de monde. Yeah, that's a really good and tricky question to answer. Question difficile, même si je ne connais pas le pourcentage de personnes qui ne se rendent pas ou dans des aquariums ou dans des zoos, mais ces institutions, justement, les zoos et les aquariums, sont quand même à l'avant-garde puisqu'il y a des dizaines d'espèces qui sont déjà, on va dire, éteintes ailleurs et qui sont seulement conservées dans des zoos. C'est aussi leur mission, enfin la mission justement de ces zoos et aquariums de pouvoir par la suite essayer de réintroduire ces espèces qu'on ne trouve plus à l'état sauvage. Et bien évidemment, l'idée, ça sera aussi d'en parler, d'essayer de pas seulement à l'intérieur du zoo ou de l'aquarium, mais aussi à l'extérieur, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra aussi travailler avec les gens qui sont sur le terrain et qui travaillent à la conservation des espèces. Work close together, even if we're not necessarily working just in a zoo setting. J'imagine aussi qu'il faut peut-être s'adresser au public jeune en priorité, parce que c'est les futurs citoyens de demain. Est-ce que vous avez des partenariats en tant qu'aquarium avec des écoles? J'imagine que vous accueillez des scolaires. Ça commence peut-être par là aussi. Oui, effectivement, en fait, on accueille pas mal de scolaires et puis on a aussi des projets pédagogiques avec les scolaires. On a tout ce qui est des projets artistiques et culturels, scientifiques, où on fait intervenir dans les écoles des scientifiques, mais aussi des artistes qui peuvent avoir un regard différent sur ces questions-là. Et donc ça fait partie de nos missions que l'on développe ici aussi à l'aquarium. Ouais. Guy, tout à l'heure, vous disiez que vous ouvriez les portes de votre pisciculture pour expliquer et parler de biodiversité aux gens. Voilà, et comment ça se déroule? Eh bien, actuellement, il y a beaucoup d'étudiants, des visiteurs qui viennent là pour regarder. Et j'ai expliqué pour la diversité malgache, c'est en danger, comme ça. Et Tslavna, vous disiez tout à l'heure aussi, vous parliez aux populations locales. Est-ce que vous constatez des changements dans les pratiques? Pas toujours, malheureusement, parce que je pense que c'est la pauvreté qui leur rend beaucoup plus menaçant pour la biodiversité, parce que pour eux, c'est l'alimentation qui prime avant la conservation. Si vous essayez de leur demander pourquoi on doit préserver les poissons et la biodiversité, eux, ils savent très bien vous répondre. Mais pour la pratique après, les gens, population locale, continuent toujours à faire leur pêche intensive et puis on essaie de dire que cette espèce n'existe nulle part ailleurs, mais la réaction est très très lente, même inexistante après.
Charles-Édouard, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de déconnexion avec la nature, en particulier dans nos sociétés occidentales? Oui, je pense plus chez nous que sur les populations sur le terrain, enfin, qui ont vraiment une connexion assez intime avec la nature, parce qu'on l'a vu de toute façon, ils en dépendent énormément. Alors c'est que pour nous, c'est assez différent, puisqu'on a, on va dire, une société qui marche différemment. Et c'est vrai qu'on a une certaine, je pense, déconnexion. Et l'enjeu, c'est aussi de se replacer en tant qu'être humain, en fait, dans cet écosystème, en fait, d'arrêter de s'en extraire et de l'observer, en fait, d'un point de vue extérieur, mais plutôt de se recentrer au centre de. On est un élément parmi. Un élément parmi cet ensemble du vivant, et comprendre en fait qu'on est vraiment dépendant de ce vivant. Donc ça, tout est l'enjeu, je pense, sur cette connexion homme-nature, humain-nature, de créer un récit autour de ça, de changer un petit peu l'imaginaire, l'inconscient collectif pour pouvoir ensuite peut-être changer les pratiques. Et donc ça, je pense, ça va prendre beaucoup de temps. Alors avec le projet Fishnet, on a vu que du coup vous agissiez concrètement sur le terrain avec des ONG, avec les acteurs locaux. Qu'est-ce que ça fait partie des missions de l'aquarium, ou c'est de manière générale, ou c'est très spécifique à l'aquarium tropical? Non, ça fait partie de. Il y a énormément d'institutions zoologiques, au sens large, les zoos et aquariums, qui sont investis comme ça sur les questions de conservation. On n'est pas les seuls. Alors c'est vrai qu'on devrait être plus nombreux, je pense, mais c'est énormément de temps qui nous est relativement compté, puisqu'on a une collection à s'occuper. Donc les missions de terrain, ça prend énormément de temps et aussi de l'argent. Mais on agit sur le terrain, mais on agit aussi au sein de nos institutions, puisque les aquariologistes maintiennent dans nos collections aussi ces fameuses populations de secours. On a des espèces ici, Brian en a parlé, dans les zoos, mais aussi dans les aquariums. On a des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, et on a les derniers représentants de l'espèce. Et donc ça, il y a un travail énorme de collaboration entre institutions zoologiques pour maintenir ces populations en vie, quoi. Il y a des réseaux qui se créent entre les aquariums, entre les zoos, justement pour diversifier les populations que vous avez? Oui, voilà. Il y a ce qu'on appelle l'Association européenne des zoos et des aquariums, qui a mis en place des groupes de conseils taxonomiques. Donc les taxons, ce sont des groupes d'espèces. Donc on a un groupe, par exemple, de conseils poissons d'eau douce. Et on établit une liste de priorités avec des gens qui vont se porter volontaires pour coordonner les espèces. On a des coordinateurs qui vont garder un œil sur toutes ces populations en fait captives, pour s'assurer en fait qu'il y en a bien des échanges entre institutions, pour assurer un brassage génétique, pour assurer aussi une santé de ces populations, et pour faire en sorte à ce qu'on n'ait pas un déclin en fait de ces populations, ou qu'on puisse agir assez rapidement, comme on a pu l'observer avec le Jobamela en 2013, où il ne restait plus qu'une femelle. Donc ça veut dire que concrètement, chaque espèce est suivie individuellement presque? Presque. Alors pour les poissons d'eau douce, il y a énormément d'espèces, donc c'est regroupé par famille. Et à chaque fois, par famille, le coordinateur va regarder en fait les espèces présentes en captivité, ou les espèces qui ne sont pas présentes, mais pour lesquelles il y a un besoin de captivité, puisqu'elles sont menacées dans le milieu naturel. Et donc on a un suivi en mettant en place un plan de gestion. On va dire, il y a tant d'institutions qui maintiennent cette espèce, il faut que vous les reproduisiez un peu plus, il faut que vous les échangiez, ou il faut aller chercher une nouvelle espèce dans le milieu naturel, etc. etc. Est-ce que vous participez aussi, vous faites participer des aquariophiles comme Guy, qui peut-être ont des espèces que vous n'avez pas dans les aquariums? Complètement, en fait. Pour beaucoup d'espèces, on va beaucoup se reposer aussi sur le réseau des aquariophiles. Il y a un réseau des aquariophiles, et souvent des aquariophiles spécialisés comme Guy, qui vraiment vont dédier toute leur passion et leur existence à maintenir ces fameuses espèces. Et souvent, il peut y avoir des ponts entre eux et nos institutions. Alors, c'est un travail qui est en cours de réflexion, parce que c'est vrai que c'est pas si facile, parce que pour gérer une population en captivité qui a des fins de réintroduction, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est encore un domaine de recherche qui est tout nouveau. Et donc on essaye de réfléchir collectivement avec ces aquariophiles pour savoir comment on peut travailler ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible. Brian, quels sont les principaux défis pour la conservation dans les aquariums, dans les zoos? I think probably one of the big challenges we've got is there's only so many institutions. Effectivement, c'est un gros défi, puisque avec toutes les institutions qu'il y a un peu plus de 16 000 espèces de poissons. Pour les eaux douces, par exemple, et beaucoup d'entre elles sont en danger d'extinction.
Je pense que le plus gros challenge, c'est, on va dire, la proportion de personnes qui travaillent sur le nombre d'espèces. On se retrouve tous débordés parce qu'on veut sauver toutes les espèces, mais on ne peut pas toutes les sauver. On n'a pas assez de mains pour ça. Et donc, le plus gros challenge, eh bien, c'est d'essayer de sauver celles qui sont les plus en danger. J'imagine qu'il y a une question économique aussi derrière tout ça. Est-ce que vous avez les moyens à disposition pour gérer et faire face à cette problématique ? Oui, effectivement, c'est un gros challenge puisqu'on aura, vous aurez toujours besoin de plus d'argent pour mener à bien ce genre de mission. Rien que pour Madagascar, on est aux alentours de 10 millions de dollars juste pour commencer. Et il faut aussi prendre en considération le fait que certaines espèces ont beaucoup plus de médiatisation et on les regarde beaucoup plus que les poissons d'eau douce. Forcément, les gens sont plus intéressés par les rhinocéros que par les poissons d'eau douce. Et surtout que la question des financements, l'idée c'est pas d'avoir un seul financement, c'est le financement en continu. Alors, on disait tout à l'heure aussi, l'érosion de la biodiversité, c'est rapide. Est-ce qu'on arrive à mettre aussi en place des mesures assez justement rapides pour compenser cette perte de biodiversité ? Parce que là aussi, il n'y a pas un défi de taille. Oui, alors effectivement, dans certains cas, c'est quand même délicat d'avoir des mesures rapides. So if you look at the success stories in conservation, particularly for species. À titre d'exemple, la plupart des mesures justement de conservation prennent plusieurs dizaines d'années. Famous ones is Arabian oryx. It's an antelope species that was extinct in the wild in the 70s. On peut citer l'exemple de l'oryx, qui est une antilope saoudienne. Dans les années 70, elle était quasiment éteinte. Aujourd'hui, après 45 ans, après un programme de conservation de plus de 45 ans, on est arrivé à faire en sorte que l'espèce soit vulnérable, mais plus en danger d'extinction. Par contre, oui, effectivement, il y a certaines choses qu'on peut faire rapidement pour protéger la biodiversité. Et la première d'entre elles, c'est justement la protection de l'habitat. Charles-Édouard, comment vous voyez évoluer l'avenir du rôle des aquariums, des zoos dans la conservation ? C'est vrai que depuis pas mal d'années, on a vu le rôle de nos institutions évoluer, et je pense que, pour nous en tout cas, on se positionne assez clairement là-dessus. Il faut que les gens puissent venir visiter un aquarium et repartir en se disant je viens de visiter un endroit qui œuvre pour la préservation des espèces et la sauvegarde de ces espèces. Donc ça doit faire vraiment partie des missions centrales des institutions zoologiques. On restera bien évidemment une institution, on va dire, muséale, où on vient pour observer, alors j'aime pas trop le mot se divertir, mais bon, ça peut être le cas. Mais il faut vraiment que le message principal, et je pense qu'on tend de plus en plus vers ça, et en tout cas nous on s'y attelle avec énergie pour que la mission principale de ces institutions soit vraiment la préservation des espèces menacées. Je voudrais qu'on voit un peu l'avenir du projet Fishnet à Madagascar. Quelle est la suite à donner au projet ? Ça va être très long, Brian l'a dit. On a vu avec l'Oryx d'Arabie 45 ans. Nous, ça fait 10 ans, donc il nous reste 35 ans avant de réussir. On travaille sur différents fronts. Donc on est toujours sur les populations de secours, puisqu'on a réussi pour le Job Amena, mais il reste encore d'autres espèces dans cette rivière qui n'ont pas de population de secours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire assez rapidement. Tilavna en a parlé, on travaille sur ce qu'on appelle la migration assistée. C'est-à-dire qu'on a identifié sur cette rivière en fait une section de la rivière en bon état, mais où les poissons ne sont pas présents. Donc on essaye de voir si on peut les déplacer pour établir des populations un peu plus en amont. Et sur du long terme, c'est travailler avec les partenaires locaux, les ONG, les communautés locales sur des actions de préservation en lien avec leur culture, avec leur mode de vie. Alors ça, par contre, c'est hors de notre champ de compétences directes, mais on essaye de s'associer avec des gens avec qui c'est le métier pour voir ce qu'on peut mettre en place sur du long terme pour restaurer l'habitat.
Le but, c'est aussi d'impliquer les populations pour que ça leur serve, pour que voilà, elles soient plus sensibilisées à ce qui se passe. De toute façon, on ne peut pas faire sans elles. Ça, c'est sûr et certain. C'est elles qui ont la clé pour ce problème. Hein. Et donc, on est obligé. Il faut faire avec elles. Je pense que c'est vraiment la clé du succès. Parce qu'elles connaissent l'habitat. Et au final, c'est elles qui utilisent l'habitat et les ressources, ces populations-là. Donc, il faut qu'elles y trouvent aussi leur compte. Et donc, tout ça, c'est vraiment l'enjeu ensuite de cette vision à long terme pour la conservation de ces espèces. Fetch, Tslavna, d'autres expéditions sont prévues alors ? Oui, à court terme, maintenant, on fait toujours des recherches sur le terrain. S'il y a toujours d'autres habitats comme un boubou qui présentent des habitats pouvant abriter les autres espèces. Parce que là, pour l'instant, les poissons ne se trouvent que dans la rivière Mboubou. Mais peut-être dans d'autres affluents du fleuve Sofia, il y a peut-être d'autres populations. Là, c'est une mission. L'autre mission, c'est beaucoup plus scientifique, c'est-à-dire faire la description des espèces non décrites comme le Pakiponcax par exemple. Et peut-être nous avons aussi trouvé d'autres populations qui sont peut-être des nouvelles espèces, mais là, des études beaucoup plus approfondies restent à faire. Effectivement, je rebondis un peu sur ça parce que Fishnet aussi va toujours continuer. Donc, il y aura une expédition qui est programmée en octobre. Et pour ma part, personnellement, Fishnet également m'a ouvert des perspectives parce qu'en ce moment, on est en train de parler avec Charles d'une possibilité de description du Pakiponcax, qui est une espèce nouvelle qui n'est pas encore été décrite, qui est un petit poisson. Donc, c'est dans le cadre d'un travail pour faire donc un doctorat sur la description de cette espèce et de comprendre comment cette espèce vit dans son milieu, de prendre des données sur son habitat, paramètres physico-chimiques, le substrat et tout ce qui concerne également son aire de distribution. Brian, vous avez prévu de retourner aussi à Madagascar ? Ça vous manque pas, le terrain ? Pour dormir avec les rats. Alors, Madagascar va certainement me manquer. Il me manque déjà, mais malheureusement pour l'automne, je ne pourrai pas faire partie de l'expédition avec Charles. Je partirai pour les expéditions futures, je l'espère. Sinon, pour les rats, il ne me manque pas. À la rigueur, je pourrais dormir dans la voiture. Et enfin, Guy, pour vous, quelle est la suite à donner ? Alors, je crois que vous diversifiez vos activités ? Bien sûr, il faut que je diversifie mes activités parce que Madagascar a besoin de moi pour conserver les poissons. S'il y a encore des partenariats, comme par exemple d'autres oiseaux qui voulaient conserver d'autres poissons et refaire la reproduction, je suis prêt pour collaborer avec d'autres partenariats, à part Fishnet. Mais je ne quitte pas le Fishnet, mais on cherche d'autres partenariats. Très bien. Vous ouvrez la porte. Oui. Le message est passé. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi avec attention cette discussion. Merci à tous les intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier. Merci aussi à l'Aquarium Tropical d'avoir accueilli cette soirée de rencontre et le public. Alors pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition Jobamena, l'enquête à Madagascar, elle est visible jusqu'au mois d'août 2025, si je ne me trompe pas. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer jusqu'à Paris, jusqu'à l'Aquarium, vous avez toujours la possibilité de vous procurer cette BD donc, qui s'intitule Comme un poisson hors de l'eau de l'auteur Saint-Jean qui est présent ce soir. Donc je vous propose de l'applaudir aussi. Parce qu'il a fait un super travail pour retracer toute l'expédition de 2022. Donc vous retrouverez tout le récit. C'est passionnant. Voilà, je l'ai lu d'une traite. Voilà, Charles-Édouard, et peut-être le mot de la fin. Je vous le laisse.
C'est sympa. Non, mais écoutez, c'est un plaisir pour nous de parler de ces sujets-là. C'est l'aquarium tropical vraiment essaye de dépenser énormément d'énergie, en tout cas pour la sensibilisation à ces milieux aquatiques d'eau douce, très peu représentés, en tout cas dans l'inconscient collectif. Et c'est toujours un plaisir de voir en fait ce nom de Joe Bamena dans une institution parisienne, alors qu'il y a quelques années, on pensait qu'il était disparu. Donc voilà, c'est un plaisir que je partage avec mes collègues et Une fierté, voilà. Très bien. Merci pour votre engagement et puis bonne soirée à toutes et à tous.